Alors, j'appelle ma présentation les problèmes de financement de la transformation structurelle en Russie. Donc, ce changement structurel est mentionné presque par tout le monde. Et ce qui a été dit par Jacques tout à l'heure pourrait être appelé l'adaptation et la transformation structurelle en France et en Europe. Et comme presque dans tous les cas, il s'agit ici également de, des moyens de financement des changements, des changements dont nous avons besoin. Alors, comme en préface de ma présentation, j'ai laissé la même citation que pour mon intervention précédente en automne de l'année dernière. J'aime beaucoup citer Madame Elvira Nabiulina. Et une fois, elle a dit, c'était en automne, elle a dit l'avenir est incertain comme jamais. Et je pense que la situation est restée la même. Donc, en ce qui concerne les changements structurels, la question principale, c'est le source de financement. Où est-ce qu'on trouve du financement? Pour moi, c'est un sujet technique. Le vrai problème, c'est de disséminer ce financement d'une façon efficace, de donner ces investissements, ces financements aux bailleurs, aux réalisateurs de projets qui en ont besoin. Ce qu'on fait dans la macroéconomie, c'est la diffusion des fonds sur les secteurs. Et ensuite, dans chaque secteur, il faut trouver des investissements, des compagnies prometteurs et financer leurs activités. Donc ça, c'est un vrai problème, puisque il ne suffit pas juste de donner des fonds. Ça, c'est une technique bien développée depuis l'époque soviétique. Mais là où il y a du financement, là où il y a de l'argent, aujourd'hui, ces secteurs travaillent. Par exemple, à Yasenevo, là où se trouve mon appartement de Moscou, d'après ce que j'en sais, il y a un remplacement des trottoirs avec des nouvelles pierres du modèle de 2023. Et ces travaux ont une ampleur même plus conséquente qu'auparavant. Donc, ce que nous voyons, le problème, c'est en fait ne pas où trouver de l'argent, mais comment l'utiliser d'une manière efficace. Donc, où trouver de l'argent, pour moi, c'est une question purement technique. Donc, dans notre histoire, nous avons déjà vu beaucoup d'exemples où on avait l'impression qu'il n'y avait pas d'argent, mais en même temps, s'il en fallait vraiment, on en trouvait, comme par un tour de magie. Par exemple, en 92-93, on n'avait pas d'argent pour financer les secteurs agraires, le secteur des secteurs du Nord, mais on a trouvé un schéma assez simple pour trouver de l'argent. Donc, nous avons résolu des problèmes stratégiques. Nous n'avons pas gelé le pays. À l'époque, nous n'avons pas perdu de récolte. Nous n'avons pas eu de problème avec les territoires du Nord. Mais il y avait bien sûr des conséquences négatives. Et dans ce cas-là, il y avait de l'inflation parce que le financement dans ces cas-là devient souvent émissionnaire. Et ici, il faut distinguer le type d'émission dont on parle. Donc, en principe,
il y a parfois une confusion dans le système monétaire contemporain. Il y a deux types d'argent. Et il y a de l'argent pour l'économie. Principalement, c'est de l'argent sur des comptes en banque et de l'argent liquide. Et d'un autre côté, l'argent pour les banques. Donc, les banques de réserve, les comptes de dépôt, des banques commerciales, la banque centrale. Et donc, bien sûr, il y a également des liquidités, mais cela fait partie des réserves. Et donc, le travail du mécanisme monétaire, c'est quelque part l'interaction entre ces deux types d'argent. Alors, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, nous pouvons financer quasiment n'importe quel programme, n'importe quel projet, s'il y a de la volonté politique, de la volonté des autorités économiques, même si on n'a pas le droit, si on a vraiment envie, on a le droit, comme on dit. Donc, bien sûr, il faut tenir compte des possibles conséquences négatives. Donc, ce type de financement peut être utilisé dans les cas où les résultats stratégiques sont beaucoup plus importants que les pertes, pour ainsi dire, tactiques. Mais bien sûr, il faut prendre en compte ces facteurs-là. Donc, quelles sont les conséquences négatives possibles? Et quelles sont les tendances qui existent aujourd'hui et qu'il faut tenir en compte, à mon avis? Donc, si l'on écoute nos autorités financières, nos autorités monétaires, tout d'abord, la conséquence majeure, principale, c'est l'inflation. Oui, effectivement, dans un certain nombre de cas, mais pas toujours, le financement accru peut entraîner une tendance négative de l'inflation. Et j'aimerais citer ici un exemple qui me paraît intéressant. Si je vous pose maintenant la question de savoir quelle période dans l'histoire économique russe était le plus efficace, je pense que beaucoup d'entre vous diraient que c'était la période entre 2003 jusqu'en 2008 à peu près. Mais si l'on regarde vraiment les chiffres, pendant cette période-là, l'inflation russe, presque pendant toute cette période, l'inflation était plus de 10%. Et seulement en 2006, elle a baissé jusqu'à 9%. Donc c'était une période où il y avait de la croissance accélérée, de la croissance des investissements, la croissance des revenus. Et c'était une période, je dirais, des attentes, de grandes attentes. Et je pense que, bien sûr, c'était une des meilleures périodes dans l'économie russe. Mais en même temps, pendant toute cette période, en fait, l'inflation était beaucoup plus haute qu'aujourd'hui. Et je ne veux pas dire qu'on devrait accélérer l'inflation. Mais il me semble que 7 à 8% par an, c'est un taux tout à fait normal pour notre économie. D'autant plus que l'inflation, dans un certain nombre de cas, est un phénomène nécessaire pour les réformes.
quelle que ce soit leur nature. Donc, il y a un certain nombre d'années, nous avons publié un article par Jacques Sapir qui parlait d'une inflation naturelle. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelait en français, inflation naturelle. Et un peu avant, on avait entendu des thèses semblables dans des discours d'autres collègues. Je vais vous rappeler rapidement ce que c'était. Donc, il s'agissait du fait que les changements structurels nécessitent des changements dans les prix relatifs, et ces changements de prix relatifs sont possibles seulement dans ce cas-là. Donc, si l'on parle d'une transformation structurelle, il faut bien sûr avoir un certain taux d'inflation naturelle pour cette transformation, parce qu'elle nécessite des changements de prix relatifs. Ensuite, quand la Banque centrale nous explique pourquoi nous avons besoin d'une inflation basse, on essaie de nous faire peur par une inflation haute qui ne permettrait pas de voir où l'économie se dirige et ne permettrait pas d'avoir des évaluations, des pronostics à long terme. Et donc, cela a une conséquence négative sur l'activité d'investissement, l'activité des affaires. Mais en fait, pour prévoir un certain mouvement, il faut déjà du mouvement. Et je pense que c'est la question principale. Et seulement ensuite, on peut parler des pronostics. Et pour que l'économie bouge, pour qu'elle ait un mouvement, qu'elle soit un mouvement, il faut la financer. Et ici, bien sûr, on peut avoir des conséquences, mais il faut le faire, bien sûr, en prenant compte des limites raisonnables en termes d'inflation. Ce que nous disent nos autorités monétaires aujourd'hui ne nous permet pas de voir une autre tendance négative qui existe aujourd'hui. Il s'agit de la baisse de qualité. Je ne parle pas de la qualité d'une manière générale. Je parle, par exemple, de la baisse de choix de produits, de la diminution le ralentissement des process, etc. Donc, tout d'abord, cette baisse de qualité, elle est liée non pas aux raisons financières. Oui, certes, ce sont les sanctions, tout d'abord, mais les finances jouent également un rôle important. Dans un régime où nous faisons des économies, où nous avons une politique monétaire assez stricte, les agents économiques ont une motivation pour remplacer des produits ou des équipements de meilleure qualité par des produits, des équipements de qualité moindre. Et donc, ce que nous avons ici, c'est une baisse d'efficacité, une baisse de production, baisse de qualité. Par exemple, si l'on parle des ressources pour l'industrie manufacturière, bien sûr, cela a une influence négative. Et quand on parle de la baisse de qualité sur les biens de consommation, on baisse également la motivation et cela a une influence sur l'efficacité. Donc ici, en fait, à la différence de l'inflation qui a un effet à court terme, nous avons un effet à long terme. Et ici, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. Avec M. Chirov, nous avons eu une discussion très intéressante à ce sujet. Nous avons parlé de la qualité du fromage et je disais que la qualité du fromage
n'a pas cessé de baisser chez nous depuis 2014 et lui il me disait qu'il y a des produits nouveaux qui apparaissent sur le marché, de produits de bonne qualité. Et je suis d'accord qu'il y a peut-être des produits de bonne qualité, mais en termes de consommation de masse, le produit, le fromage que consomment les consommateurs lambda a beaucoup baissé. Et cela concerne également, par exemple, l'industrie automobile. Nous constatons que aujourd'hui, les consommateurs sont contraints de passer aux autres modèles de qualité moindre, aux autres modèles qui sont moins chers. Dans d'autres secteurs, il y a des processus semblables. Par exemple, les machines, les équipements d'usine sont remplacés, les équipements chinois remplacent les équipements allemands et cela entraîne une baisse de qualité également. Donc, cette baisse de qualité peut entraîner une baisse formelle de l'inflation. C'est-à-dire que, par exemple, si nous avons un fromage de certains types dans notre panier de consommation, nous ne prenons pas en compte la qualité de ce fromage. Et donc, ici, il y a des questions de savoir comment, depuis 2014 et jusqu'à aujourd'hui, nous arrivons à soutenir un taux d'inflation assez bas. Donc ici, il y a, par exemple, un fait que j'aimerais souligner, c'est-à-dire que la Banque centrale mène des sondages pour étudier les attentes en termes d'inflation. Et donc, on parle de l'inflation attendue ou de l'inflation ressentie. Et donc, les chiffres sur l'inflation ressentie sont plus importants que l'inflation réelle. Et donc, on peut supposer que les personnes qui répondent à ces sondages, en fait, estiment l'inflation ressentie comme une baisse de qualité. Donc, et cela n'est pas loin de la réalité, de fait. Même si cela ne représente pas une interprétation complète des paramètres que nous aimerions ici estimer, donc l'inflation ressentie et l'inflation attendue. Mais en tout cas, nous voyons qu'un des facteurs les plus importants qui ont fait baisser les indicateurs d'inflation en Russie entre 2014 et maintenant, c'est la baisse de qualité. Et donc, au moyen terme, je pense que les conséquences, par exemple, liées à la baisse de qualité, qui va peut-être ralentir, mais aussi du point de vue de l'inflation, sont inévitables parce qu'il y a un certain nombre de facteurs non financiers qui vont déterminer cela. Un des facteurs que je peux mentionner ici et que M. Baranov a déjà mentionné et M. Shirov a également mentionné, il s'agit des indicateurs de croissance d'économie qui sont basés sur les secteurs liés aux activités militaires. Et ces types de production, bien sûr, ils participent à la croissance de la demande interne, mais il n'y a pas de croissance en termes d'offres internes. Donc là, je vais continuer. Je pense que l'augmentation de l'inflation
va continuer et la Banque centrale maintenant a commencé à parler du fait que lors du prochain cycle, il pourrait augmenter le taux indicateur parce qu'il y a des risques certains. Et donc, je pense qu'il ne faut pas faire pression sur cette inflation et d'essayer de la limiter à 4%, parce que même à un certain point, la Banque centrale disait qu'il fallait baisser l'inflation cible même jusqu'à 3%. Mais je pense que il est trop tôt pour cela. Et d'un autre côté, cela ne mènera pas de résultats positifs. Ensuite, la question principale est de savoir est-ce que nous pourrons transformer la structure de l'économie pour stimuler le développement et pour éviter des situations négatives. Donc, tout d'abord, je parle de qualité. Donc, il y a des pertes en termes d'inflation au court terme et au long terme. Je ne pense pas que ce soit critique. Et ensuite, si je passe au financement, à proprement dire, donc je pense que la source principale financière pour cette transformation, principalement, ce serait des emprunts bancaires. Pourquoi? Je pense que cela deviendra évident après mes deux prochaines slides. Mais tout d'abord, je vais parler ici du fait que tous les autres moyens de redistribution sont ne sont soit pas assez importants en termes d'ampleur, ou alors ils ne permettent pas de travailler avec la symétrie d'informations sur les marchés financiers. On a déjà dit ici que les possibilités du budget sont limitées et même ce qui est distribué dans l'économie aujourd'hui, c'est peut-être même trop déjà. Le ministère des Finances n'a pas assez de capacité, d'expertise financière pour cela, pour distribuer les ressources sur deux centaines d'entreprises. Et c'est le maximum qu'ils peuvent faire. Donc, ils n'ont pas de compétences nécessaires pour évaluer les entreprises, leurs projets, etc. Il y a des institutions spécialisées, mais leur différence par rapport aux banques, c'est que tout d'abord, ces institutions spécialisées n'ont pas de réserve pour couvrir les risques. Ils justifient cela par le fait qu'ils ont une expertise financière de très bonne qualité, mais en même temps, ils n'ont pas la possibilité de distribuer cette expertise financière. Donc, c'est justement une quantité de projets limitée qu'ils peuvent évaluer. Le marché financier, et ici, je peux citer de nombreuses études. Par exemple, une étude d'une collègue qui a participé à nos réunions auparavant, de la Banque mondiale et d'autres collègues. Donc, en termes d'avantages comparatifs, dans les conditions
réel de la Russie aujourd'hui. Donc, on voit bien que cette distribution du marché a des avantages et il y a d'autres possibilités de financement croisé, d'autofinancement, mais bien sûr, ils ont les mêmes problèmes. Donc, on peut avoir du financement croisé interne. Dans notre cas, il s'agit de financement par les compagnies mères de leurs filiales. Et on peut également parler d'une asymétrie d'information, mais cela crée une fragmentation de ces processus de distribution et cela a ses conséquences négatives également. Donc, ensuite, en principe, si nous allons aux banques en tant que source financière de financement pour cette transformation structurelle, il faut tout d'abord dire que les banques peuvent renflouer d'autres canaux de financement. Par exemple, les banques créent de la monétisation et ces ressources peuvent être destinées aux institutions de financement. Et quand nous parlons des emprunts bancaires, souvent nous faisons cette erreur de transposer la microéconomie au niveau macroéconomique pour réfléchir à ces emprunts bancaires. Donc, ce que je peux dire ici, en fait, il n'y a pas de problème de fond sur ces emprunts parce que avec les emprunts, avec les crédits, dans les actifs d'une banque, il y a un passif qui apparaît sur la balance d'une autre banque. Donc, ces emprunts bancaires, sur le niveau macroéconomique, quasiment automatiquement, créent du refondement. Donc, il y a une redistribution entre les banques, mais c'est un problème qu'on peut résoudre. C'est un problème, je dirais, technique. Donc, il faut juste se donner les moyens de résoudre ce problème. Et pour conclure cette partie, je dirais que c'est une erreur, à mon avis, de parler de l'argent comme une ressource. L'argent n'est pas consommé, n'est pas détruit, mais il tourne. Donc, ici, il faut, de fait, il ne faut pas comptabiliser les besoins en finances, en ressources financières, en comptabilisant les coûts de certains projets, de projets concrets. Donc, parce qu'il faut savoir que l'argent peut être tout à fait utilisé pour d'autres types de projets. Donc, on peut créer des chaînes de financement assez compliquées et faire des économies de cette manière-là, même si cela peut être assez compliqué. Donc, quelles sont les limites réelles sur le développement des emprunts? Donc, il y a deux types de limites, je dirais. Donc, tout d'abord, le système bancaire a un problème de liquidité. Donc, on parle ici des banques qui n'ont pas assez d'accès aux ressources de la Banque centrale, par exemple, pour pouvoir servir leurs clients, pour faire les transactions, pour
réaliser des transferts de fonds pour justement donner des emprunts. Et pour cela, il faut que la banque ait un certain solde sur son compte. Donc, bien sûr, tous les comptes, toutes les transactions de clients, quasiment toutes, sont garanties par de la monnaie de la banque centrale, de l'argent de la banque centrale. Et donc, entre les banques, il y a des crédits qui sont accordés par la banque centrale qui permettent d'optimiser la somme qui est nécessaire pour la journée, mais il reste des problèmes. Il y a des cas particuliers. Par exemple, on n'a pas besoin d'avoir cet argent de la banque centrale pour des transactions en interne, mais ces transactions entre bancaires sont quand même très importantes et selon les estimations, elles sont 2,5 fois plus importantes que les transactions intra-bancaires et autres. Donc, nous avons besoin d'une certaine liquidité. Et quelle est la situation en termes de liquidité? Donc ici, nous avons des calculs estimatifs qui nous disent qu'il y a du surplus de liquidité dans les banques. Donc, on parle ici de l'argent de la Banque centrale non utilisé, de l'argent sur les comptes de dépôt, des comptes de dépôt des entreprises. Donc là, j'ai mis des moyennes. Nous avons ici des chiffres qui nous disent que 3,4 trillions de roubles restent sur les comptes de dépôt dans la Banque centrale de la Fédération de Russie. Et donc, il y a un certain mouvement de fonds, mais cela représente un chiffre moyen. Moi, ce chiffre représente à peu près 3,4 trillions de roubles. C'est la somme maximale est de 7,6 trillions de roubles, puis le chiffre minimal est de 1,2 trillion de roubles. Donc, si nous faisons le calcul de sommes différées, nous avons à peu près 1 trillion de roubles et donc le reste stable sur les comptes dépositaires représente 2,4 trillions de roubles. Donc le reste est compensé par les opérations financières de l'IM. Qu'est-ce que nous avons sur les comptes correspondants? Pareil, c'est pour la même période de temps, ça représente 2,4 trillions de roubles, donc c'est les restes stables sur les comptes dépositaires. La somme maximale est de 4,8 trillions de roubles, minimale de 0,7 de roubles. Le chiffre différé représente 0,9 trillions de roubles. Qui représente à peu près le reste sur les comptes dépositaires de 3,5 trillions de roubles. Donc, les banques commerciales peuvent monter leur contribution de crédit.
Alors la question est, c'est pourquoi il faut l'augmenter. La réponse est plus simple. Les sommes restent sur les comptes des pairs puisque les comptes dépositaires de la Banque centrale ne représentent pas de risque, alors que les investissements dans l'économie représentent, elles, un risque. Donc, une partie est demandée par la Banque centrale, une partie est calculée par les utilisateurs et les acteurs économiques. Donc, le problème de risque de la Banque centrale, pour la Banque centrale, c'est un actif sans risque. Donc, pour simplifier un peu, nous pourrions dire que les risques que prennent les banques doivent être couverts d'une façon efficace par les fonds propres des banques. Les banques ne doivent pas transférer ces risques sur les fonds des clients. Les banques vont instaurer un nombre de standards économiques qui limitent les risques des banques. Donc, l'une des normes les plus importantes, c'est la norme c'est la suffisance des capitaux. Il y en a 3, avec des limites différentes. Mais la particularité de chaque, c'est que les capitaux ont des avoirs assez différents. En fait, c'est le capital propre des banques avec les avoirs calculés en fonction de risque. Donc, les normatifs au niveau de risque sont indiqués par la Banque centrale et y sont rajoutées certaines limitations en fonction de type de crédit. Donc, bien sûr, dans chaque cas de crédit, en fonction des normatifs, la Banque centrale ne peut pas calculer tous ces risques. Tous les moyens de créditation sont plutôt agrégés pour la Banque centrale et chaque projet demande un main plus en détail. Mais cela représente déjà une plateforme pour limiter la prise des risques par des banques. Ce qui concerne l'insuffisance des capitaux, la dernière fois que l'on en a parlé, c'était en 2020. À ce moment, le réserve des capitaux était à 10% avant l'élargissement des avoirs. Maintenant, nous pouvons dire que la situation s'est un peu empirée. À la dernière réunion des représentants des banques, chaque banquier parlait du fait qu'il soit préoccupé par la Banque centrale et qui pourrait se renoncer des mesures de facilitation. Mais la situation des banques russes représente plutôt les banques de taille moyenne ou petite. Il n'y a pas les plus grosses banques qui figurent dans cette association. Je ne pense pas que la situation ait changé depuis 2020. De toute façon, même si nous avons besoin d'une certaine capitalisation, il faut comprendre que, disons, pour l'élargissement d'investissement en crédit pour 10 trillions de roubles, par exemple, il faut mener une décapitalisation de 1 trillion de roubles. Donc ici, les dépenses
croissance aussi élevée. Mais à mon avis, je pense que le problème doit être résolu autrement, plutôt par moyen de diminution des risques de certaines banques, grâce aux actions publiques. Donc, ça doit être les mesures de garantie publiques. Les instruments peuvent être nombreux. Alors, passons à l'étape suivante de ma présentation. Pour une banque, les limites posées par la Banque centrale, ce sont des limites extérieures. Mais la banque elle-même réfléchit d'une façon suivante. En fait, la banque doit donner du profit à ses actionnaires, à ses dépositaires. Il ne doit pas être déficitaire. Donc, les avoirs ne doivent pas être déficitaires. Donc, en suivant cette logique, les risques doivent être recouverts par les revenus opérationnels ou par d'autres instruments qui sont accessibles justement grâce au même contrôle. Donc, ça peut être des achats, des avoirs, des crédits, etc. En même temps, j'attire votre attention sur le fait que en Russie, le marché de crédit, les avoirs financiers ne sont pas d'une qualité stable et ne sont pas de caractère stable. Donc, du point de vue de risque de crédit, en Russie, le risque est élevé et la dissémination n'est pas égalée non plus. Donc, dans ces conditions, il faut aussi évoquer l'asymétrie importante des informations disponibles. Donc, cela nous mène au fait que en Russie, le marché des crédits, il ressemble parfaitement au marché qui a été décrit par Georges Akerlof, qu'il a appelé le marché des citrons. Donc, le marché avec une qualité incertaine. Donc, à l'époque, il a reçu un prix Nobel pour sa découverte. C'est Akerlof qui a décrit ce type de marché, un marché qui trouve un équilibre sur un niveau moins élevé. Donc, dans notre cas, c'est le remplacement de bonnes dettes par de mauvaises dettes, comme ça peut être le remplacement de bons produits par de mauvais produits. Et nous pouvons utiliser des instruments, des institutions externes qui permettent de diminuer le côté négatif de la dette. Par exemple, réduire les taux également, on en parle aussi du point de vue, disons, des vendeurs de la dette. Bien sûr, dans ce contexte, cela donne envie de baisser les taux et de vendre les dettes pour des prix plus importants. Donc, pour les banques, la baisse des taux, dans ce cas-là, plus bas que plus que de 7, de 8%, même de 15% pour certains projets, c'est la même chose que demander à un producteur de vendre ses produits au prix moins élevé que le coût de production. Donc, dans ce cas-là, la banque va faire faillite
Et tous les économies, если банк toutes les потерял, économies de ses clients vont faire faillite également, vont disparaître. стоит поберечь. Donc, il faut faire attention Поэтому dans банки ces в cas-là. этой ситуации, Les ну, как banques, бы для них dans есть ce type de такое некое situation, давление, в том quand числе il y со a une стороны certaine pression Всемирного exercée валютного sur банка, elles, notamment de la part de la Banque centrale, они ведут себя не совсем так, как elles ont une attitude это peut-être предписывают вот différente трансмиссионные механизмы de ce qui est prescrit par технологий. les mécanismes de transmission Здесь не théorique. ограничивается все передачей ценового Ici, сигнала. il ne Цены s'agit pas снижаются через uniquement ставку, и, de значит, faire passer le signal соответственно, там снижаются nécessaire. процентные ставки Donc, par exemple, le кредитам, taux de pourcentage sur les crédits снижаются diminuent, цены финансовых активов les и prix так далее. des avoirs financiers augmentent, Вот. etc. На самом деле En у fait, коммерческих банков есть куча les асимметричных banques эффектов, commerciales ont которые de nombreuses réponses asymétriques активно используют. Это установление каких-то барьеров qui входа на выход, это utilisent par сегментация exemple le заемщиков. placement des Там barrières, возникает еще la segmentation куча других des проблем, emprunteurs. которые, Il y a d'autres problèmes, par многие из exemple, которых я qui, в предыдущих своих докладах уже говорил. disons, j'ai déjà évoqué dans mes précédents Повторяться не rapports. стоит. Je ne vais Какие-то pas me répéter. вопросы Si vous avez des questions могут возникнуть. là-dessus, je peux bien évidemment vous répondre. Но, в общем, ничего хорошего от этого не получается. Mais en général, on ne voit jamais de bons То есть résultats de ce type мы d'approche. видим мощный такой Que nous pouvons ограничитель voir, для развития c'est des банковской limites политики. importantes pour le développement des Это crédits те bancaires, риски, которые есть на notamment этом рынке. Ну или так ces красиво crédits qui говоря, existent sur le marché, низкое качество долга на кредитном et, рынке. mais aussi Есть également la характеристики. mauvaise qualité Значит, и в этих условиях, de la, значит, ну, de как la я dette. считаю, нынешний уровень процентных Et je ставок, pense que он le вполне niveau des taux de соответствует pourcentage этой d'aujourd'hui ситуации. correspond tout à Его fait à la можно, situation décrite. конечно, снизить, но для Donc, этого bien sûr, on действовать il надо peut encore être сознательными baissé, способами. mais il В faudra первую agir очередь, d'une autre façon. Tout снимая d'abord, с банковской системы часть рисков. Ну, допустим, euh, по приоритетным en направлениям enlevant кредитования. une certaine partie de risque Какие-то по du système приоритетным направлениям de кредитования. banque. Par exemple, la И я priorisation считаю, des что crédits. подобные меры, они могут носить Je долгосрочный pense que ce характер. type de mesures peuvent avoir Скажем un так, caractère à long terme. можно их Par прилагать на exemple, среднесрочную nous перспективу pourrons с les тем, чтобы prolonger к à une perspective moyen terme выходу на долгий срок уже afin нормализовать que quand on passe déjà à long ситуацию. terme, la situation Вот. puisse être То есть normalisée. процентная ставка, как я Donc le taux de считаю, это не pourcentage процентная ставка по конечным кредитам, sur это не les инструмент, crédits это результат. finaux, ce n'est pas un instrument, Так, c'est теперь un résultat. переходим уже к конкретным действиям, Maintenant, passons как aux можно actions concrètes. так Alors, грубо спроектировать. comment est-ce qu'on peut Здесь les projeter еще одна en quelques mots? про которую Ici, nous voyons une у меня thématique. был доклад, по-моему, лет Je 7-8 pense qu'il назад. y a à peu près 7 ans ou 8 ans, j'ai fait un rapport 2016 là-dessus плюс-минус год. en 2016, je Тогда pense, si je ne m'abuse pas. ушел C'était, je в crois, à такую Moscou. экономическую психологию Ça relevait un peu de la psychologie économique. Таллера, Je Тверски, citais Thaler, Tversky, Сорока там, и так Soroka далее. et autres. Вот. И как раз попытался сделать обобщение, Et собственно, donc, j'ai такой essayé профессии. de faire une Понимаете, synthèse экономическая психология de la это psychologie все économique. вещи такие микроуровневые. Ce sont Я попытался пойти des choses de niveau micro et moi, j'ai essayé de passer значит, au niveau macro. можно условно разделить способы Donc, on peut diviser управления в широком смысле на les moyens de финансирование, gouvernance et скажем moyens так, de financement динамичное и директивное управление. en gouvernance de marché Вот et это самые gouvernance directive. способы управления, финансирования Donc, ces moyens de financement, de gouvernance, во многом en grande аналогичны partie, тому, что в ils sont индивидуальных системах
équivalent avec les systèmes de prise des décisions, comme Kahneman les a traités comme système 1 et système 2. Donc, si l'on voit la société économique comme un sujet qui prend des décisions économiques, qui évalue la situation, nous voyons des analogies entre la prise de décision du marché et la prise de décision directive dans la macroéconomie. Et nous voyons la différence également entre le système 1 et le système 2 dans l'attitude émotionnelle des personnes. Donc, pour analyser les situations en utilisant un nombre de paramètres, nous utilisons ici nos manuels, nos modèles, des modèles toutes faites pour tout type de situation. Ce sont les décisions des tâches au niveau de marché et il y a des algorithmes de solution des problèmes. Donc, c'est un régime simplifié en quelque sorte. Ce régime peut être traité comme une décision intuitive qui ne prend pas en compte des détails qui ne sont pas considérés comme prioritaires. En même temps, nous savons que le marché peut avoir tort. Nous avons déjà vu de tels phénomènes comme les chutes du marché. Et ici, nous pouvons faire des parallèles. Peut-être nous pouvons trouver même d'autres exemples de chutes de marché. Nous pouvons faire un parallèle avec les effets de l'appréciation qui sont considérés par des psychologues, par exemple, dans leurs travaux. Il y a aussi des parallèles entre les mécanismes psychologiques de défense et des réactions des macrosystèmes économiques. Donc, on peut dire que c'est une macroéconomie de comportement, puisque pour le moment, la psychologie de comportement, on le voit surtout au niveau microéconomique. Donc, quelles conclusions pourrait-on évoquer ici? Peut-être la balance parfaite entre le financement par le marché et la gouvernance directive peut être la même que l'interaction entre le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est 90% de décisions, mais dans certains cas, quand la décision donne toujours des erreurs, c'est le système 2 qui commence à agir, qui demande plus de ressources, plus de temps de fonctionnement, mais qui aide à reprogrammer le système 1 afin de pouvoir réagir d'une façon plus nette à la situation qui a changé. Donc, je pense que c'est plus ou moins la même balance entre la gouvernance du marché et la gouvernance directive dans l'économie. Je pense que à ce moment, nous le voyons sur le marché de crédit, c'est l'accumulation des risques sur le marché de crédit, le manque d'informations, les décisions du marché ne vont pas toujours dans la bonne direction. Et donc, l'accumulation des risques
empêche les crédits. C'est encore un facteur de plus c'est la politique courante. Nous accumulons les risques, ce qui empêche le financement. Donc cela peut être vu comme une facette de la politique économique. Donc les réactions du marché vont en quelque sorte nulle part. Mais il y a un petit point noir. Au niveau individuel, le système dans ce cas-là, réagit automatiquement, alors que dans notre cas, il est encore une fois nécessaire de montrer une certaine volonté, un certain pouvoir de lancer ce système. Que pourrait-on proposer concrètement? Donc, je veux présenter quelques idées en 2 mots. La réorganisation structurelle demande le développement de 4 ou de 5 projets au niveau national dans les domaines clés de la transformation structurelle. Donc, pourquoi 4 ou 5? C'est plutôt ce qui me vient à l'esprit. Ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas faire une attaque frontale dans ce développement de projet. Ça doit être une quantité limitée, d'une assez grande envergure, afin de pouvoir créer des niches pour des décisions du marché. J'explique pourquoi. Il est clair que les décisions de façon directive financière, ils ont déjà existé, ils existent toujours. Normalement, ils sont limités, mais à l'époque de crise, ils ont beaucoup de demandes. C'est ce qui s'est passé dans les années 90. Des décisions en haut ont été prises, par exemple, dans le domaine de financement ciblé. En 2008, nous avons vu les crédits qui ont été octroyés par la demande envoyée d'en haut par les banques publiques. Et nous avons certains indices qui montrent que de tels processus existent aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on prend des décisions? S'il y a un incendie, il faut la calmer avec un flux d'argent. Donc, l'utilisation de ce type de pouvoir, des possibilités de pression administrative, se voit utilisées dans ces cas-là. Aussi, il y a des contributions ponctuelles qui ne sont pas très bien coordonnées. Alors, dans les cas où il y a une fenêtre de possibilité, une décision en haut est prise pour pouvoir financer cette possibilité qui se présente. Le financement du marché remplit pour la plupart ces niches qui ont émergé, qui apparaissent toujours avec l'accroissement de la pression. Donc, il y a de nouvelles niches, de nouvelles possibilités qui apparaissent. Il faut construire une nouvelle logistique, trouver des fournisseurs alternatifs. Il faut remplacer la production extérieure par la production intérieure. Donc, ce sont des niches qui sont remplies par le financement du marché. Ici, les crédits jouent un rôle positif en ce moment. Donc, comment est-ce qu'on peut caractériser cette dynamique, décrire cette dynamique de financement? En fait, le marché est en train de récupérer la structure qu'on avait avant, mais c'est une structure d'une qualité moins élevée, puisque
pour la plupart des cas, nous voyons une baisse de qualité. Et bien sûr, cette situation n'est pas acceptable. Cela va à l'encontre de la demande des transformations structurelles. Donc ici, j'aimerais que ces 4 ou 5 grands projets créent une niche pour le financement du marché. Voilà. En ce qui concerne ces projets de niveau national que j'avais évoqués, ces projets doivent être orientés sur la réalisation des objectifs quantitatifs. Et il faut avoir toutes les mesures pour atteindre ces objectifs. Il s'agit de ce qu'on appelle les mesures de complexe, même si je n'ai pas trop envie d'utiliser ce terme maintenant, puisque dans les 30 années dernières, nous avons eu énormément de programmes composés et les projets de programmes composés, mais ce n'étaient pas des programmes composés ou complexes. Les projets nationaux, je n'aime pas ce terme non plus. Donc, je propose un terme, les projets clés de la transformation structurelle. Donc, il serait opportun de choisir la banque principale responsable. Ce qui est avantageux, c'est que de nombreuses banques sont contrôlées par l'État. Le niveau de contrôle est élevé et c'est assez simple d'effectuer le contrôle, même si, bien évidemment, il y a des problèmes qui existent. Et cela dépend de la participation dans un certain projet. Donc, par exemple, Gazprom Bank, banque de Gazprom, a travaillé dans le domaine de métallurgie. Donc, je pense qu'ils ont une certaine expérience. Donc, s'il y a un autre projet de développement de la construction de machines lourdes et de la mécanique lourde, je pense qu'il pourrait jouer le rôle là-dedans. Moi, je ne suis pas expert dans le domaine, mais je pense que c'est tout à fait envisageable. Donc là, il faut parler bien sûr des projets concrets, mais en tout cas, je pense que cette banque responsable ne doit pas rester seule. Il faut qu'il y ait d'autres banques qui financent également le projet. Donc, pour cela, il faut prévoir un certain nombre de mécanismes d'encouragement, des mécanismes de financement pour ces petites banques qui pourraient s'adresser à la Banque centrale et cette Banque centrale pourrait jouer le rôle d'intermédiaire et justement, cela permettrait de financer ces grands projets. Cette banque peut également distribuer les ressources et les taux pour les prestataires et les fournisseurs. Il faut un certain nombre de garanties, bien sûr, pour que cela fonctionne, mais cela reste tout à fait possible. Et je pense qu'il faudrait redistribuer quelque part ces outils de financement. J'ai déjà parlé de la Banque centrale, donc elle doit financer et donner des outils de financement. Donc pour l'instant, tous les outils de financement sont orientés, je dirais, sur des projets d'État, des garanties d'État, et il y a un certain nombre d'exigences pour ces prêts qui se basent sur d'autres
d'autres types de facteurs, mais là, il faudrait avoir des outils de financement, donc justement pour ces projets prioritaires. Cher Oleg, je suis désolée de te couper la parole, mais nous avons déjà du retard, donc il y a encore des questions. Oui, je vais terminer. Donc, en fait, le ministère de la Finance doit jouer son rôle également. Et le dernier point que je voulais évoquer ici, c'est qu'il faudrait avoir des projets. Donc, ces projets redistribueraient les finances, les ressources financières en faveur des entreprises, des grandes entreprises. Mais ensuite, il faut également penser aux entreprises petites et moyennes. Et bien sûr, j'ai du mal ici de vous parler des délais possibles d'une telle transformation. Mais pour reprendre les termes de M. Chirov, après l'étape d'adaptation, on pourrait peut-être passer à cette transformation structurelle, mais en tout cas, il faut quelques années pour prévoir cette étape. Donc, on ne sait pas pour l'instant ce qui peut se passer pendant cette période. Et je recite ici Madame Nabiulina, il faut regarder les yeux ouverts la situation, c'est le point principal, et il faut être prêt à ce que la situation s'empire. Et il faut s'y préparer. Merci beaucoup. Est-ce que, cher Dimat, tu pourrais modérer la discussion pour l'instant? Donc, essayons de passer assez vite aux questions. Donc, nous avons plusieurs questions de Misha, de Igor, de Alexandre. Donc, rapidement, s'il vous plaît. Alexandre, tout d'abord, je vous passe la parole. Oui, peut-être très brièvement. Donc, vous avez évoqué le fait que nous avons des problèmes liés au financement et nous avons de l'activité là où il y a déjà des problèmes et on essaie d'étendre cet incendie avec un flux d'argent. Quand nous voyons que la situation change, nous essayons de changer les outils. Donc, nous avons des priorités qui sont définies, les priorités en termes de projet, en termes de domaine, et nous finançons ces domaines. Et si cela ne marche pas, parce qu'il y a certains secteurs qui ne fonctionnent pas, là, on pose des questions et on se rend compte qu'il y a un manque de compétences, un manque de personnel. Et c'est-à-dire que nous pouvons financer des choses, mais il faut avoir les autres ressources nécessaires pour que le projet fonctionne. Donc, d'après ce que j'ai compris, en termes de transformation structurelle, nous avons encore un certain nombre de problèmes. Donc, est-ce que vous pensez que, à cette étape-là, une situation assez stable, avec une inflation minimale, avec une économie assez stable et avec de la production assez efficace, est-ce que ce n'est pas la priorité aujourd'hui plutôt que d'octroyer des financements sans savoir où ce financement peut aller et quel changement cela peut amener? Merci. Là, je dirais que nous avons effectivement certains nombres de projets qui sont rejetés, mais pas pour les bonnes raisons, je dirais. Donc, d'après moi, la fonction du système financier et surtout du système bancaire, c'est la sélection de crédit. Et cette sélection, aujourd'hui, elle se passe sur des critères, je dirais, biaisés. Donc, quand on parle des risques, la situation est en train de changer. Et bien sûr, il vaut mieux quand il y a très peu de risques ou ils sont minimisés. Donc,
il y a un certain taux de risque éliminatoire, on peut dire. Et quand il y a des risques qui surviennent, j'avais déjà évoqué cette problématique dans mes interventions précédentes. Donc, on peut parler des biais concrets, quels projets sont refusés, quels projets sont retenus, etc. Donc, je parle ici non pas des facteurs économiques, mais des facteurs politiques. Par exemple, qui a plus de capacité de lobbying ou comment les clients sont choisis. Donc, souvent, quand on parle d'un taux moyen de 10 à 12%, en fait, c'est un taux qui n'existe pas. Il y a un taux à 5% et à 20%. Et ensuite, c'est une moyenne. Et cela représente une sélection tout à fait différente. Donc là, il faut parler des phénomènes négatifs. Par exemple, le taux bas aujourd'hui est un taux qui représente le hasard moral, comme on dit, et en même temps, entre la sélection négative et cela, nous voyons qu'il y a d'autres risques moraux. Donc, il y a beaucoup de facteurs en fait à prendre en compte. Et donc, la sélection aujourd'hui, elle est négative, je dirais. Et sans une idée de savoir où on doit aller, est-ce que cela peut marcher? Sans une idée concrète de quelle direction nous devrions prendre pour le développement, quelle spécialisation sur le marché international, donc une vision à long terme. Là, je ne peux pas vous dire quel projet il faudra sélectionner. Ce n'est pas dans mon domaine de compétences, mais mon idée principale, c'est de dire qu'il faut y avoir un certain équilibre euh, d'une gouvernance de marché et d'une gouvernance directive. Donc, c'est cela qu'il faut prendre en compte. Donc, ici, il y a une volonté de le faire. On peut justement réorienter le marché vers d'autres niches. Merci, merci. Chers collègues, j'ai une suggestion. Nous avons encore une dernière séance et justement, cette séance est prévue pour la discussion. Donc, nous pouvons tout à fait revenir à cette discussion lors de cette dernière séance. Nous avons d'autres questions et nous avons déjà une demi-heure de retard. Donc, cher Igor, je vous passe la parole. Oui, oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Donc, la question que je voulais poser, c'est la suivante. Donc, quand nous parlons d'activer la croissance économique, nous avons un système, nous avons un système de refinancement. Et cher Igor, on ne vous entend pas très bien. Oui, donc nous avons, je disais, des moyens de refinancement, nous avons certains critères de sélection et nous avons quelque chose que nous pouvons financer, mais pendant les 15 dernières années, nous avons un taux de croissance très faible. Donc, il faut une transformation, mais nous avons toujours les mêmes limites, les mêmes empêchements, même si nous avons des possibilités. Et est-ce que nous aurons un résultat? C'est une question qui reste ouverte. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer peut-être dans le système bancaire lui-même pour que ce système puisse résoudre ce problème? Ou alors, le système bancaire va bien et cela ne joue pas de rôle par rapport à cela. Donc, une transformation structurelle et ce système bancaire pourra fonctionner. Mais pourquoi alors il ne fonctionne pas?
Alors, oui, il y a des problèmes liés au système bancaire, donc il faut la changer. Il faut changer ce système. Et dans quelle direction alors? Oui, je dirais qu'il y a des problèmes de concentration excessif, un excès de contrôle d'État sur le système bancaire. Il faudrait le changer un petit peu. Et il y a d'autres petits problèmes, mais je ne pense pas que dans les conditions actuelles, il faille changer. Je pense que là, on peut vivre avec, mais il faut l'adapter aux tâches que nous avons. Donc, pour l'instant, ce que nous avons suggéré n'a pas été retenu. Donc, il faudrait peut-être essayer au moins une fois pour savoir si cela marche ou pas. Merci, chers collègues. Je pense que nous pouvons revenir à cette discussion justement après la pause déjeuner. Mikhail Goussev, je vous passe la parole. Oui, bonjour, chers collègues. Donc, tout d'abord, pourquoi la Banque centrale ne peut pas juste baisser les taux de dépôt pour que cet argent soit investi? Et qu'est-ce qu'il se passerait si les restrictions à l'importation des capitaux conduisent à un financement accru des investissements par le secteur bancaire? Donc, s'il y a des restrictions, est-ce qu'il y aura un financement accru par les banques et une croissance de prêts bancaires? Donc, pour la deuxième question, je dirais que je ne pense pas, même si c'est une question assez complexe. Et je pense que c'est une question, encore une fois, de l'ordre psychologique. Les psychologues considèrent que les moyens d'encouragement positifs et négatifs sont très différents. Donc, ce qui encourage le développement, c'est seulement des stimuli positifs. Et les moyens d'encouragement négatifs, ce sont des avertissements quelque part. Donc, ce n'est pas ce qui peut encourager le développement. Donc, je pense qu'il faut des moyens d'encouragement positifs et tout ce qui est restriction ou limitation, ce n'est pas souhaitable. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est trop de restrictions et je pense qu'il faut avoir plus de moyens d'encouragement positifs. Ensuite, en ce qui concerne les taux, oui, j'ai déjà écrit ça quelque part en disant qu'il faut faire deux choses. Tout d'abord, baisser le taux, mais je ne pense pas qu'il faut le faire directement, parce que quand j'élargis le crédit, je vois dans mon cercle d'emprunteurs des emprunteurs encore plus risqués, encore plus dangereux. Donc, s'il y a plus de crédit, normalement, on doit avoir un taux plus élevé parce qu'il y a des emprunteurs plus fiables. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, je pense que il ne faut pas seulement élever les taux. La Banque centrale a un autre outil, même si elle ne l'utilise pas aujourd'hui, c'est les obligations de la Banque de la Russie. Et c'est une vraie stérilisation de liquidité. Donc là, je dirais que ce qu'on pourrait faire, c'est d'arriver aux obligations, justement, à court terme. Et en même temps, pour les dépôts, on peut avoir un moins 1% par rapport aux obligations.
Mais en même temps, je n'aime pas du tout cette, ce range, je dirais, linéaire. C'est-à-dire que dès qu'on a un taux clé, un taux indicateur, nous avons les emprunts de la Banque centrale à +1, +2 et les dépôts à -1 et -1, pas sur 17%, pas sur 20% ou sur 3%. Ça me paraît un peu bizarre et je pense que ici, il faudrait ajuster au point de pourcentage. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole au professeur Volkonski et ensuite on passe à l'intervention suivante. Oui, donc je n'ai pas de questions. Je voulais juste dire quelques mots. Donc, peut-être ceux qui travaillent sur les finances ont une attitude différente, mais moi, en tant qu'économiste, je veux dire que Oleg a très bien fait de analyser ces points parce que ça reste un domaine très peu étudié, un domaine très complexe. Et voilà, je voulais dire que j'estime beaucoup ce que vous avez fait et j'estime beaucoup votre intervention. Merci beaucoup. Je rejoins cette évaluation très haute de votre intervention et je passe la parole à Jean-Michel Salmon. Donc, je vous demande pardon pour ce retard, mais en tout cas, voilà, on vous passe la parole avec plaisir.